Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. And the strike. Oh! Miller and Mir, side to side. They race into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight. No questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win. And the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est qui en pôle. Aujourd'hui c'est le numéro 99 et on va vous parler du 10e Grand Prix de cette saison 2021 MotoGP. Donc c'est un Grand Prix qui a eu lieu sur le circuit de Spielberg, le fameux Red Bull Ring. Pour m'accompagner cette semaine, j'accueille Paul. Ça va ? Bien et toi ? Ouais, ça va super. Ça fait du bien de reprendre un peu. Il était temps, la pause a été longue. Ouais, heureusement qu'on avait un peu de croustillant, un peu de news à se mettre sous les dents, mais c'était et du World Superbike, mais c'est vrai que c'était long. Oui, mais voilà, niveau news, on va avoir de quoi faire, hein, parce que là, pendant la pause, ils se sont tous activés. Là. Ouais, j'espère qu'on sera pas trop indigeste, mais effectivement, il y a de quoi discuter. On va vous citer le gagnant du jeu concours en partenariat avec la Bécannerie. Donc jeu concours qui, je le rappelle, a lieu chaque Grand Prix sur Twitter. Donc c'est Arnaud Maki qui va repartir avec les beaux goodies. Donc effectivement personne n'avait trouvé le poleman, mais on a fait un tirage au sort général pour déterminer le gagnant. C'est parti pour ce Grand Prix de Styrie. On va vous parler aussi du numéro 99 et anciennement numéro 48. Donc un certain Jorge Lorenzo, Jorge en espagnol, qui est né en mai 87 à Palma sur l'île de Majorque. Il va remporter plusieurs fois la Coupe Aprilia en Espagne et obtiendra une dérogation pour rouler dès ses 13 ans en championnat d'Espagne 125. En 2002, il débute à 15 ans en championnat du monde 125 sur Derby et lors de sa seconde saison, il signe une première victoire au Grand Prix de Rio. Il obtiendra aussi un second podium, une troisième place cette année-là. En 2004, troisième saison en 125cc et 3 victoires à la clé pour 7 podiums en tout. Il finit 4e du championnat derrière Dovizioso, Barbera et Locatelli. Il va monter chez Honda en 250 cm3 pour 2005. Il aligne 6 podiums lors de cette première saison pour une 5e place au général derrière Pedrosa, Stoner, Dovizioso et Ayohama. Donc pas des petits calibres. En 2006, il passe chez Aprilia et va remporter le championnat avec 8 victoires en ce podium. Étonnamment, il va rempiler une année supplémentaire en 250, toujours chez Aprilia, et fera le back-to-back, c'est-à-dire qu'il va décrocher à nouveau le titre avec cette fois 9 victoires et 12 podiums, donc il va même améliorer les stats de sa saison. En 2008, il est prêt pour passer en MotoGP. Il va signer chez Yamaha, avec qui il passera 9 saisons pleines, on peut le dire. Et il signe 6 podiums, dont une victoire dès son arrivée. Dès sa première saison, 4e au général. Il sera vice-champion du monde 2009 avec 4 victoires, 12 podiums, vainqueur du championnat en 2010 avec 9 victoires, 16 podiums, 2011 à nouveau vice-champion, 2012 vainqueur, 2013 vice-champion, 2014 troisième du championnat, 2015 à nouveau champion dans les circonstances qu'on connaît, 2016 troisième du championnat, donc on va dire que c'était un très très gros challenger. En 2017, il passe chez Ducati, lassé de la renommée de Rossi chez Yamaha, et voulant prouver qu'il peut réussir là où le 46 s'est cassé les dents un peu plus tôt dans sa carrière. 2 saisons assez particulières, faites de très haut et très bas. Et de castagne en règle par médias interposés avec son nouveau coéquipier Andrea Dovizioso. Il finira 7e puis 9e du championnat avec notamment 3 victoires et 7 podiums sur ces 2 saisons et pas mal de blessures et de petites choses qui vont pas. Il tente enfin le pari Honda en 2019, pari raté, diminué par les blessures, le doute le ronge, etc. C'était une saison où il a quand même mangé beaucoup de pain noir. Lorenzo, en résumé, c'est quand même 297 départs en championnat du monde, 45 pôles, 68 victoires et 152 podiums. Il a durablement marqué la décennie 2010 par son talent, sa personnalité un peu hors des clous, ses courses seules en tête intouchables et puis pour faire partie du groupe qu'on a appelé les 4 Fantastiques. Voilà, ça c'est Jorge Lorenzo. Il est toujours présent sur les médias, réseaux sociaux, donc c'est toujours intéressant d'avoir son avis, même si je suis pas souvent d'accord avec lui. En tout cas, il tranche toujours. Voilà, toi Paul, j'imagine que tu l'as vu rouler. Qu'est-ce que tu penses de ce pilote ?
Ah, moi, c'est un pilote alors, de par son attitude, j'ai horreur de ce pilote. Je n'aime même pas le voir à la télé, j'aime pas quand il parle. C'est vraiment un pilote qui est clivant. Mais par contre, dès qu'il est sur sa moto et qu'il pleut pas, c'est hallucinant de le voir rouler. C'est des trajectoires au millimètre. C'est un super style. Mais j'accroche pas avec le personnage. Mais ça reste un très grand champion et pour le coup, il a apporté de l'opposition. Avec Ducati, ça aurait peut-être valu le coup de faire un an de plus, quand on voit la première saison catastrophique, la deuxième où il fait taire pas mal de critiques. Oui. Et puis bon, après c'était... disons que le problème des gens comme ça, c'est que quand tu parles beaucoup, que tu es assez acerbe dans tes commentaires, il faut assurer sur la moto, sinon ça se retourne contre toi x2. Donc voilà, c'est un pilote en tout cas qui était intéressant à voir rouler. Exactement, c'est vrai qu'après, la décision, il commence à performer vraiment un peu tard avec la Ducati, même s'il montre des choses intéressantes avant. Du coup, surtout sur le deuxième tiers de la saison 2018. Et Ducati avait déjà commencé sa réflexion, je pense. En plus, en sachant que ses relations avec Dovizioso, c'était pas possible. Et inversement, je veux vraiment mettre le blâme sur personne. J'essaie de rester un peu neutre. Et du coup, fallait que Ducati se sépare d'un des deux. Ils pouvaient pas garder les deux pour 2019 dans le team. Bon, ils ont gardé Dovi, mais effectivement, l'aventure aurait pu être un peu différente. C'est un pilote qui a beaucoup donné, qui a été relativement épargné par les blessures, mais quand il s'en prenait une blessure, c'était toujours assez important. Et je pense que c'est ça aussi qui l'a poussé vers la sortie chez Honda. Oui, c'est possible. En plus, faut pas oublier non plus qu'il avait des prétentions salariales assez élevées, le garçon. Oui. Mais bon, il a le mérite d'être parti, au moment, je pense, où il fallait. Puisque bon, il a pas trop abîmé son héritage, il a fait 3 constructeurs différents. C'est quand même quelqu'un qu'on attendait quand on en a parlé sur éventuellement pilote essayeur chez Yamaha ou des choses comme ça. C'est quand même quelqu'un qui était craint quand on a dit il va peut-être revenir pilote d'essai, faire des wildcards. Voilà, c'est pas quelqu'un qu'on prend à la légère. Il est multiple champion du monde, donc voilà, une belle carrière malgré tout. C'est un pilote en tout cas qui aura marqué les esprits, que ce soit par ses performances ou sa personnalité. Oui, on va passer aux nouvelles qui ont lieu depuis le Grand Prix d'Assen. On va commencer en Moto 2, donc c'est une news Moto 2 MotoGP. Je te laisse la lire. Ok, en Moto 2, donc comme tu as dit, qui concerne aussi le MotoGP, on a Raúl Fernandez qui a été officialisé chez Tech 3 pour 2022. Donc on va avoir l'occasion d'en parler, alors soit maintenant, soit en discussion post-course, dans le sens où est-ce que tout le monde pense pour une bonne nouvelle? Finalement, le principal intéressé n'a pas l'air vraiment heureux, puisqu'il a éludé vraiment la question en conférence de presse. Et il y a eu également une sortie de son futur patron, Hervé Poncharal, qui a également un peu torpillé la communication KTM. Ouais, tout à fait. T'as les deux. Donc effectivement, pour reprendre un peu la jeunesse, Raúl Fernandez a 2 ans de contrat avec KTM en Moto 2, dont sa seconde année, KTM peut la transformer en année MotoGP. Hein. Donc ils n'ont pas forcément besoin de l'accord du pilote, entre guillemets, pour le faire. Visiblement, la Tech 3 KTM, ça intéresse pas trop Raúl Fernandez, qui aimerait rester un an supplémentaire en Moto 2 ou peut-être viser une autre moto. Et Poncharal, lui, il a pas du tout apprécié le fait que l'annonce sorte en plein week-end durant la FP4. Ses pilotes, Petrucci et Lecuona, ils ont dû quand même être pas mal impactés par cette nouvelle, quoi. Non, mais c'est le timing, on peut pas faire pire. En plus, en FP4, tu vas jouer la qualif derrière. Quel était l'intérêt d'annoncer tout de suite que tu signes ta pépite? C'est dommage, et puis visiblement ça peut quand même aller loin, vu que le manager de Fernandez a quand même évoqué la possibilité d'aller devant un tribunal pour casser la décision. Pas la meilleure façon de faire venir un jeune prometteur dans ton écurie, ou en tout cas de le fidéliser, parce que même s'il signe, pour le moment il est annoncé pour un an, mine de rien Petronas, on en parlera plus tard, mais peut-être que Petronas aura peut-être des possibilités, ou Yamaha aura des possibilités d'ici un an. Bon, c'est à mon avis mal joué, mais bon, l'avenir nous le dira. Oui, t'as raison. Ouais. C'est pas bien de signer un pilote contre son gré. On a vu que y a des pilotes comme Oliveira et Binder qui réussissent plutôt à s'adapter à cette moto, mais d'autres comme Lecuona ou Petrucci. Alors Petrucci, c'est différent, il était pas rookie, mais qui n'arrive pas du tout, tout simplement. Donc c'est un peu la roulette russe, quoi.
Ça peut faire peur quand on sait qu'à côté il y a une Yamaha Petronas qui est parfaite pour les rookies. Hein. Tous les pilotes rookies s'adaptent bien sur cette moto. Donc Petronas qui cherche un pilote pour l'année prochaine, ça laisse songeur. Ouais, en effet, comme tu dis, bon, ça va faire couler de l'encre. Ça va faire couler de l'encre. On va avoir le temps d'en reparler de cette décision ou de ce choix de pilote. Ouais, on verra ce que ça donnera. On passe aux autres news. Donc on a Morbidelli en phase de récupération après son opération du genou, ce qui sera remplacé pour les 3 prochains GP. Donc on parle du GP le Grand Prix de Styrie, d'Autriche et de Grande-Bretagne, par le pilote de test Yamaha, Cal Crutchlow. Pedrosa également qui sera wildcard au Grand Prix de Styrie pour KTM. Donc ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas vu en course depuis sa retraite. On a vu que en plus il n'est pas venu pour rien. Les Grands Prix d'Australie, de Thaïlande et du Japon annulés. Donc la tournée d'outre-mer est fortement compromise. Il reste à ce jour la Malaisie au calendrier. Et une seconde course à Portimao est prévue avant Valence début novembre pour compenser. Une dernière course est possible et reste à définir. Donc on parle beaucoup d'une autre course en Espagne ou d'un autre Grand Prix en France. On va attaquer la grosse news. Donc c'est l'annonce de Valentino Rossi qui prend sa retraite des Grands Prix à l'issue de la saison 2021. Conférence de presse spéciale, etc. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? C'est la décision qu'on attendait, ça c'est une certitude. En tout cas, la conférence de presse qu'on attendait, sans parler de la décision. Maintenant, en étant grand fan de Valentino Rossi, je pense que il était temps. Parce que là, à part abîmer un peu plus ton héritage, voilà, il y a plus trop d'intérêt entre guillemets à piloter. Il a largement montré ce qu'il savait faire. Maintenant, il est loin. Il est loin en course. On n'y croit plus. Que ce soit le dernier podium ou la dernière victoire. Quand je regarde les courses, voilà, ça fait plaisir de le voir en piste. Il y a pas de problème. Mais voilà, pour moi, ça va être un peu dur. Mais il habille juste la grille. Voilà, il finit son projet. Il va démarrer quelque chose de nouveau. On voit ce qu'il a donné en Moto 3 et en Moto 2 avec son écurie. Voilà, s'il fait la même chose en MotoGP, on n'a pas fini de voir ses couleurs, on n'a pas fini de le voir à la télé, mais voilà, pour la partie pilote, il est temps. Oui, je pense que tu as raison, même si effectivement, a priori, le sponsor principal poussait pour que Rossi roule une année de plus dans son team aux côtés de son frère, ce qui aurait fait quelque chose d'intéressant en tout cas. Sportivement, je sais pas si c'était viable. Redécouvrir une nouvelle Ducati à son âge, question de s'adapter, etc. C'est un peu compliqué en sachant que cette moto est pas toujours très simple. Il y a plusieurs modes d'emploi, j'ai envie de dire. Donc au final, oui. Rossi, c'est un monument du sport moto, même du sport tout court, hein, qui va s'arrêter. Cette saison, personnellement, je suis pas un supporter de Rossi, mais je suis pas un hater de Rossi non plus. C'est vraiment quelqu'un qui a fait peut-être le pilote qui a fait le plus depuis pour ce sport de tous les temps, quoi, avec Ago et peut-être Halewood. Je vois pas qui on peut mettre en face, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un monument, un monstre sacré qui va s'arrêter, qui a connu une carrière très riche et très très longue. Et oui, sa place, il va laisser un vide derrière lui. L'année prochaine, je suis sûr qu'il y aura un léger vide derrière lui. Totalement. Et puis un autre point qui est pas à négliger quand même, c'est que c'est quelqu'un qui a dépassé son sport. Il a dépassé le stade de simple pilote moto. On discute avec des gens qui n'y connaissent rien. On va te parler de Valentino Rossi comme on parlerait de Schumacher en Formule 1, comme on parlerait de McGregor en sport de combat. C'est quelqu'un qui a dépassé ce stade-là. C'est un excellent homme d'affaires. Tout ce qui est merchandising, communication, c'est quand même lui qui a amené ça, je pense, à un autre niveau. Il y a quand même beaucoup de pilotes qui comptent sur sa société aussi pour développer leur logo, leur propre marque, leur propre goodies justement. Voilà, c'est quelqu'un qui a réussi à faire passer ça à un autre niveau. Donc il aura marqué de son empreinte aussi. Donc je suis d'accord avec toi. Ça va être
voilà, niveau pilotage, on a l'extraterrestre Marquez qui a amené quelque chose de nouveau. Maintenant, est-ce qu'un jour il aura autant d'aura que Valentino Rossi, ou est-ce qu'il faudra attendre un autre pilote, puisque c'est qu'une question de temps avant qu'on ait quelqu'un d'autre qui marque son temps. Voilà, oui, je suis d'accord avec toi, ça va donner un petit vide. Après, il reste effectivement présent dans le paddock à travers son frère, à travers son écurie. Après, excellent homme d'affaires, je sais pas. En tout cas, il a toujours bien su s'entourer sur ce point-là. Il a toujours eu des gens capables de créer une marque, de la maintenir, de créer une académie. Bien sûr qu'il est impliqué dans le processus, hein, je dis pas. Et aujourd'hui, c'est un poids lourd. C'est un poids lourd du merchandising dans le sport moto, et même dans une certaine manière, tu peux voir des vêtements officiels ou non, mais tagués 46 un peu partout, ce que tu vois pas forcément avec d'autres pilotes du plateau aujourd'hui, voire ce que tu vois pas du tout. Totalement d'accord. Autre petite nouvelle, on passe sur plutôt le World Superbike, World Supersport. Donc on a Razgatlioglu et Gerloff, tous les deux prolongés au sein du team Pata Yamaha World Superbike, qui étaient un temps l'un et l'autre on va dire candidat, en tout cas challenger pour récupérer les places qui vont se libérer au sein du team Petronas MotoGP. On a également le GMT qui annonce à l'issue du week-end course à Assen la séparation d'un commun accord à effet immédiat avec le pilote italien Federico Caricasulo. Donc il sera remplacé pour la course de République tchèque par le pilote français en tête du Supersport 600 et 1000 en French Superbike, Valentin Debise. Suite à d'importants soucis de santé de Francis Bata, donc le team manager du team All-Star Yamaha, Christophe Ponson a dû faire l'impasse sur Assen en World Superbike. Il continuera la saison sans ce partenaire majeur, donc il roulera le reste de la saison sous son propre team, donc Chil Motorsport. C'est quand même une annonce de séparation un peu inattendue. Francis Bata et All-Star, qui est quand même un grand nom de la catégorie. C'est dommage que ça doit s'arrêter là en pleine saison. Et enfin, news un peu dramatique. Donc on a Hugo Milan, jeune pilote espagnol de 14 ans qui en CEV European Talent Cup est décédé des suites de ses blessures suite à un accident sur le circuit d'Aragon. Donc le paddock MotoGP lui a rendu hommage ce jeudi, et même dans le parc fermé à la fin de la course à Costa lui a aussi rendu hommage. Donc en quelques semaines, on a quand même eu la perte du Jason Dupasquier, 19 ans, et Hugo Milan en CEV. Je pense qu'il faut se poser quelques questions sur certaines catégories, les petites catégories où notamment ils sont beaucoup de pilotes à rouler et où l'aspiration joue beaucoup, donc ils roulent très rapprochés. Je sais pas s'il y a quelque chose qui peut être fait, mais en tout cas, il y a des questions qui peuvent se poser. Oui, et puis tu vois, ça fait partie des choses dont on parlera aussi pour l'après-course MotoGP, mais je suis d'accord avec toi, ça commence à faire beaucoup. C'est toujours c'est toujours trop. Là, 2 en très peu de temps, même si on a des équipements, les pilotes ont des équipements de sécurité qui progressent. Voilà, limiter la puissance sur les grosses motos, c'est une chose. Par contre, j'ai l'impression qu'on oublie un peu les petites catégories, et là, quand ça tombe vraiment fort, ça fait vraiment des dégâts. Oui, je pense que les têtes pensantes du championnat vont commencer à tourner un petit peu le regard par là et essayer de voir ce qui peut être amélioré. T'as un petit mot à dire sur le GMT ou... Le GMT, j'ai pas compris. J'ai cherché quelques précisions, j'en ai pas trouvé. Dans le sens en plus où il me semble avoir vu que Caricasulo était aligné quand même pour le Grand Prix de République tchèque. Il me semble avoir vu son nom sur les feuilles de temps avec une moto, donc du coup perso. Donc je comprends pas. Après le résultat, c'est sûr que ça colle pas avec ce qu'attendait Christophe Guyot, ça c'est une certitude. Il l'avait pris pour challenger Cluzel. Maintenant, le retour de Valentin Debise, qui a déjà fait du mondial, et puis qui atomise la concurrence en FSBK et en Supersport français, c'est très bien pour lui. Ouais. Plus qu'à voir ce que ça va donner en course maintenant. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est effectivement une news qui est tombée, qui a surpris tout le monde, je pense. On ne sait pas ce qui s'est passé. Après, je pense que personne n'était satisfait de là où était Caricasulo en course. Mais
savoir, forcément il y a une partie, c'est la faute du team et de la moto, vu qu'elle n'était peut-être pas aussi performante qu'attendue, même par rapport à nous, en tant que supporters de Jules Clézel, par exemple. On le voyait peut-être trop facilement devant cette année, et clairement il l'est pas. C'est une année où il y a beaucoup de concurrence devant. Mais ouais, très 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 étonnant de voir quelqu'un partir aussi vite. Après seulement 4 courses, enfin 8 courses, parce qu'ils font 2 courses par week-end, mais c'est assez étonnant. Donc il devrait vraiment y avoir quelque chose qui ne collait pas. C'est ça, bon, c'est un dommage pour ce pilote-là. Oui, pour ce pilote-là, voilà, des fois le mariage ça ne marche pas, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Du coup, on va passer directement aux courses. On a fait quand même beaucoup de news. On va commencer par le Moto 3, donc sans transition. En Q1, c'est Foggia, Suzuki, Rodrigo et Fenati qui se qualifient pour la Q2. En Q2, on a Denis Sonchou qualifié en pole, qui devient aussi le premier pilote turc à occuper la position de pointe en Grand Prix, suivi par Garcia 2 et Fenati 3. Seconde ligne composée de Acosta, Guevara et Foggia. Troisième ligne de Masia, Binder et Alcoba. En course, donc juste avant le départ, Honshu va devoir s'élancer de la pit lane. Il a changé trop tardivement ses pneus depuis en pneus slick. Et effectivement, il avait plu pas mal le matin et c'était en train de sécher sur la piste du Red Bull Ring à ce moment-là. Il y avait une trace sèche et du coup, il y a effectivement d'autres pilotes qui sont partis en pneus slick. Mignot, tout comme les 2 Petronas notamment, il y en avait 2-3 autres, mais j'ai pas tout noté. Donc c'est un vrai challenge et un vrai pari pour eux. Carrément, Honshu, c'est la pire décision qu'il pouvait prendre. En tout cas, elle l'a pris trop tardivement. On verra pourquoi. C'est Fenati qui s'empare de la tête juste après le départ devant Garcia et Acosta. Ils vont se démarquer très très rapidement. C'est assez étonnant en Moto 3, mais il y a eu des petits groupes et pas de gros paquets. Donc ils vont se démarquer très rapidement du reste du peloton. On a Garcia puis Acosta qui vont finir par reprendre Fenati et vont le laisser assez loin derrière. La bagarre se jouera donc entre Acosta et Sergio Garcia, qui vont rester roue dans roue jusqu'à la fin, avec de belles passes d'armes. Fenati finira même par se faire reprendre par Masia en fin de course. Donc Acosta va prendre la tête au premier virage du dernier tour. Et Garcia va répliquer un peu plus loin avec un bloc pass et un contact viril qui fait sortir Acosta de la piste. J'ai cru un instant qu'il pouvait se prendre une pénalité sur ce dépassement, mais non. Acosta va quand même s'accrocher et revenir, lui qui avait perdu un peu de temps sur ce contact, et va faire l'intérieur à l'avant-dernier virage à Garcia. Garcia tente de résister à ce moment-là, mais perd l'avant et va goûter au gravier. Heureusement, Garcia peut repartir et finit quand même deuxième, donc derrière Acosta. Fenati, lui, revient sur le dernier enchaînement à hauteur de Masia et le double pour finir troisième. On a Masia quatrième, donc Sasaki finit 5 et Binder, première Honda en slick, finit 6, mais à plus de 20 secondes de la tête. C'est pour vous dire à quel point c'était morcelé, cette course Moto 3. Lorenzo Felon va finir 16e et Honshu, donc le poleman, finira 21e, partie de la voie des stands, donc pari raté pour lui. Au championnat, on a Acosta largement en tête du championnat avec 183 points, Sergio Garcia second 130 points et Fenati 96 points, troisième. Donc c'est les 3 premiers de cette course qui sont devant au championnat. Felon malheureusement n'a pas pris de points puisqu'il a terminé 16e, donc à la porte des points. De quoi on peut parler? Éventuellement des paris en slick. Est-ce que tu penses que c'était raisonnable ou tu veux parler du choix d'Honshu de choisir trop tard le slick? Le choix de choisir trop tard, ça par contre, à ce niveau-là, il est jeune. Donc je vais quand même tempérer, mais à ce niveau-là, tu peux pas te le permettre. Tu sais quand même que c'est pas de l'endurance. Tes mécanos vont avoir besoin d'un peu de temps pour changer les roues. Déjà partir en slick, le pari était osé, mais quand en plus tu dois partir des stands un peu après tout le monde, t'as pas d'aspiration sur un circuit qui est quand même un circuit où il faut en avoir pour espérer faire un temps, encore plus dans cette catégorie. C'était dommage pour lui. Maintenant, slick ou pas slick, moi, en voyant la piste au départ, je me suis dit bon, ils sont peut-être gonflés de mettre les slicks. Maintenant, on a vu des pilotes le faire et s'en sortir très bien dans d'autres catégories sur d'autres courses. Donc pourquoi pas. Mais est-ce qu'en étant en pôle,
sur un circuit où tu vois que c'est séchant, où tu te dis que c'est vraiment pas sûr que ça va sécher. Est-ce que le risque en valait la chandelle? Voilà, c'est surtout ça que je me pose comme question. Comme t'es fond de paquet et que t'as rien à perdre, pourquoi pas? Là, t'es devant. C'était peut-être un trop gros risque à prendre. Maintenant, si ça passe, on serait là en train de dire que c'était le choix de l'année et la course de l'année. Donc, bon, c'est dommage pour lui. Voilà, moi, je suis pas à leur place, mais je pense qu'il y avait trop de risques par rapport à la possibilité que vraiment ça paye. Ouais, je te rejoins, je suis assez d'accord. Il y a, après avoir qui est vraiment la faute, mais même si le pilote demande à partir en slick, à un moment donné, son team doit lui dire non, là c'est trop tard. C'est trop risqué, tu pars avec les pneus pluie et tant pis, quoi. Et peut-être ils ont pensé que ça allait faire comme Miller en Argentine, que tout le monde allait se décider pour les slicks au dernier moment et que tout le monde partirait de la pit lane, donc l'avantage serait pas vraiment perdu. Au final, non, ça a très bien roulé en pneus pluie, même sur le séchant à la fin. Ça a pas posé problème à tous ceux qui ont roulé avec ce pneu pluie. Binder, effectivement, termine 6, mais pour moi, je te rejoins, la piste était vraiment détrempée, il y avait une ligne sèche, mais elle était très petite. C'était un vrai pari de partir en slick. Je pense que c'était pas... Pour moi, Tech 3 aurait dû dire à Honshu, c'est mort, profite de ta pole, et voilà, va jusqu'au bout comme ça, quoi. On peut également enchaîner avec le duel Acosta-Garcia. Clairement, c'était pas une course Moto 3 la plus passionnante dans le sens que ça a roulé éclaté, un peu comme en Moto 2 d'habitude. Mais la course entre ces deux-là a été belle jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils s'étaient vraiment roue dans roue. Ils se doublaient pas toujours à tous les tours, mais il y avait toujours, ils étaient toujours sous pression l'un de l'autre. Et jusqu'à la fin, jusqu'au dernier virage, jusqu'au dernier tour, il y a eu des dépassements. Et la chute de Garcia, le bloc pass qu'il fait, d'abord vachement viril, à la limite qui mérite une pénalité, puis après derrière c'est lui qui chute et qui arrive à repartir, qui termine quand même deuxième parce qu'il avait tellement d'avance sur le troisième. Enfin, c'était quand même assez intéressant à voir, assez épique. Totalement. Moi, il se pose vraiment comme le challenger d'Acosta cette saison. Maintenant, il a quand même beaucoup de chance de chuter à cet endroit de la piste en fin de course avec autant d'avance. On verra dans une autre catégorie que il y a des endroits ils ont laissé des graviers. Donc bon, tu vois, c'est ce que je trouve. Alors, d'un côté bien, d'un autre côté dommage sur les circuits actuels, c'est qu'on enlève les bacs à gravier. Du coup, les gars se disent bon si je sors, c'est pas grave. Donc je peux me permettre de sortir, faire une grande boucle, je laisse une place mais je perds pas trop de vitesse. Bon, là il chute à un endroit qui lui permet de repartir, il fait 2, vu la course qu'il a fait de toute façon, c'est mérité quand même, mais c'est vrai que c'était une course belle à voir entre les deux, et puis Acosta, mine de rien, quelques tentatives de dépassement, et puis il répond, c'est pas grave, fais ta course devant mon grand, je te suis, j'observe comment tu passes, et puis finalement, à la fin, je trouve qu'il fait encore un dépassement de pilote vraiment capé, puisqu'il décide, dans ce dernier tour à cet endroit, là je vais dépasser, et puis c'est terminé pour son adversaire. De ce moment-là, il est lancé et la ligne est juste devant, donc c'est vraiment une très belle course. Ouais, je te rejoins sur le talent d'Acosta. Encore une fois, il part, il est P3 rapidement derrière Fenati et Garcia. Il voit Garcia doubler Fenati, il double Fenati juste derrière assez facilement. En fait, il se dit je vais pas laisser partir Garcia, je vais le suivre. Et il a fait ça quasiment toute la course. Il se permet de doubler Garcia au premier virage du dernier tour. Garcia lui fait un déplacement plus que limite. Il est obligé d'écarter pour pas tomber, mais il revient tranquillement, il panique pas, il pète pas un câble. Il se fait Garcia dans l'avant-dernier virage, comme un Dovi peut se faire un Marquez à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, c'est vraiment de la grande classe pour ce gamin, mais je sais pas d'où il sort. Enfin, je l'avais vu venir un peu quand même parce qu'il faisait des choses exceptionnelles en CEV, en Rookies Cup, mais je pensais pas que l'adaptation pour lui serait aussi rapide, parce que par exemple Sergio Garcia était un talent pur de CEV et de Rookies Cup il y a 2 ans. J'avais beaucoup misé sur lui, sur son année de rookie qui malheureusement était pas très bonne, et il y a que cette année où il éclot vraiment. Garcia, il lui a fallu 2, donc sa 3e saison, 3 saisons d'adaptation pour Acosta, et
y a pas de temps mort, quoi. Il est tout de suite prêt. Je vois pas ce qui pourrait l'arrêter à part une blessure aujourd'hui, parce que le mental il est là. C'est pas comme un Fabio Quartararo qui était un peu fragile de ce côté-là et qui a pu laisser échapper des points. Acosta, il est là physiquement, mentalement, talentueusement, il est là partout, quoi. Voilà. Il laisse rien à ses adversaires. Avec des courses de ce niveau-là, voilà, ça va être. Alors c'est jamais plié tant que c'est pas fini, mais là, bon bah même quand il est pas bien placé entre guillemets, il est toujours dans les points, et c'est quelqu'un qui n'agit pas comme un rookie en fait. Je pense que c'est même ça qui est le plus surprenant. Ouais. C'est exactement ce que tu dis, c'est que là il débarque, il casse complètement la baraque si tu me permets l'expression en arrivant, on a l'impression d'avoir un pilote qui est là depuis des années, qui gère son championnat, qui s'affole pas, qui fait pas les erreurs que pourrait faire un jeune pilote. Chapeau bas, pour le moment, c'est du très très gros niveau. Plus qu'à attendre de voir la fin de saison en espérant qu'il concrétise, hein, puis après passer à la catégorie suivante, parce que là, il a déjà montré en une saison que c'était un client. Ouais, exactement. Après, par son gabarit, parce que effectivement, ça se voit que c'est un très très jeune adolescent. Par son gabarit, les Moto2 sont plus lourdes, sont plus puissantes, etc. Est-ce que ce sera la même? Ça, c'est le risque, ça. Des fois, il y a des pilotes Moto3 qui sont trop grands pour la Moto3, donc la Moto2 est bien pour eux. Lui, il faut voir. Et encore une fois, c'est pas une question de talent, hein. Là, je parle pas de son talent, je suis sûr qu'il s'adaptera à la Moto2, mais plus par rapport au fait qu'il soit vraiment un peu frêle. Donc à voir. En tout cas, voilà, il a plus de 50 points d'avance sur le deuxième au championnat, il a plus du double de points d'avance sur Fenati, donc sauf catastrophe, je vois pas ce qui pourrait lui rêver de mal. On passe à la suite. Belle course de Ayumu Sasaki pour Tech 3, le pilote qui termine donc, si je dis pas de bêtises, 5e. Voilà, bon, c'est sûr qu'on attendait plus son chou au vu de sa pole de la veille, mais je pense que Sasaki faisait toujours plaisir. Une course sérieuse, on va dire. Oui, totalement. Et c'est pas la première fois en plus qu'il est aux avant-postes. Qui concrétise, c'est une bonne chose. J'ai pas en mémoire ses derniers résultats, mais il me semble qu'il a eu aussi pas mal de déboires avec d'autres pilotes ou des chutes à des moments à des moments clés de la course. Là, il concrétise. C'est du solide. Ça met en petite catégorie. De toute façon, Tech 3 était quand même bon pour sélectionner ses pilotes. Là, ils ont un très bon duo. Donc ça m'étonne pas, mais par contre c'est très bien pour eux, ça fait plaisir au moins à Hervé Poncharal d'avoir ses motos devant. Donc c'est une très bonne chose, une très bonne chose. On va dire que pour Hervé c'est la seule satisfaction de la journée, quoi. Oui, ça ressemble plutôt à ça. Et puis bon, après c'est un poncif en MotoGP, mais clairement on a vu que l'eau tout le monde n'aime pas, parce que d'habitude dans cette catégorie sur ce circuit il y a 30 pilotes qui suivent à la queue leu, et là, même pas un demi-tour du circuit, il y avait des groupes éclatés partout, quoi. Ah bah c'est sûr que là... Clairement, ils roulent pas assez sous l'eau, les jeunes. Ils sont pas assez habitués. Et du coup, il y en a qui tirent vraiment leur épingle du chapeau à ce moment-là. Oui, je pense que beaucoup viennent du championnat espagnol. Je suis pas sûr qu'en Espagne, il pleuve beaucoup. Donc voilà, malheureusement, il va falloir compter avec ça aussi, parce que le championnat ne joue pas que sur le sec. Bon, cette année, on n'aura pas forcément de tournée outre-mer visiblement, mais voilà, c'est des circuits aussi sur lesquels les conditions peuvent être assez apocalyptiques, que ce soit en termes de chaleur ou en termes de pluie. Quand ils ont des orages là-bas, ça rigole pas non plus. Donc il va quand même falloir pour certains, je pense, commencer à travailler un peu là-dessus s'ils veulent performer, être bons partout. On voit que les tops de la catégorie, eux, qui pleuvent ou qui pleuvent pas, ça part et ça fait quand même des temps très corrects. Ouais, mais exactement, c'est tout à fait ça. Ouais. Peut-être qu'il devrait rouler plus souvent à Manicourt. Il pleut tout le temps à chaque fois que je vais à Manicourt, donc je pense que ça les habituerait. Ça serait s'il pleut. Bon, bref, c'était gratuit. En plus, Cyril, il va pas être content d'entendre ça, vu qu'il est du coin. On passe à la Moto 2, sauf si t'as d'autres choses que tu voulais souligner en Moto 3. Non, je pense qu'on a fait le tour pour le Moto 3. Allez, go, Moto 2. Alors, pour le Moto 2, donc, à l'issue de la Q1, on a Fabio Di Gianantonio, Albert Arenas, Hector Carzo et Stefano Manzi qui vont aller défendre leur chance en Q2.
Sur cette même Q2, donc à l'issue de celle-ci, on retrouve en première ligne le leader du championnat, Rémi Gardner, qui est suivi par Ayogura et Marco Bezzecchi. Raúl Fernandez, lui, s'élancera de la 4e place. Pour la course, donc c'est une course déclarée sèche, on va partir pour 25 tours. Niveau pneumatique, cette fois-ci, pas d'histoire. Tout le monde est en soft arrière et en hard à l'avant, à l'exception d'Hector Garzo, qui lui prend un soft à l'avant. Dès le départ, on a l'Italien Bezzecchi qui prend la tête, il est suivi par Gardner, Ogura et Fernandez. On a Canet qui complète ce top 5. Dès le virage 2, Fernandez passe Ogura pour la 3e place et imité quelques instants par Canet, tandis que on peut noter les chutes de Corsi. Alors lui, il peut repartir, mais il est bon dernier. De Roberts dans le tour 1 et de Barry Baltus dès l'entame du tour 2. Dès la fin de ce premier tour, les 4 premiers se détachent légèrement. Fernandez tente la spie sur Gardner, mais il est repris au freinage suivant. Dès le 3e tour, Canet double Fernandez pour la 3e place et Loves fait de même sur Ogura pour la 5e en profitant d'une petite erreur du japonais qui est élargie dans le virage 4. Dans le tour 7, on a Gardner et Canet qui négocient mieux la sortie du virage 1 que Bezzecchi, mais l'Australien manque de percuter l'Italien. Canet en profite et prend la tête. Fernandez, lui, profite de tout ça pour recoller au groupe. Finalement, c'est Gardner qui reprend rapidement son dû dès le premier des deux droites, en fait, qui commande la ligne droite des stands, tandis que Fernandez élargit et sort de la piste. Il va pouvoir revenir en course, mais 7e derrière Augusto Fernandez. Ce dernier, lui, est d'ailleurs en train de s'expliquer pour la 5e place avec son coéquipier Loves et Ayogura. Le japonais qui va passer 4e dans le tour 9. Les positions vont se figer comme ça pendant quelques tours. On a la chute de Sirine dans le tour 11. Au 15e tour, le Bezzecchi double Canet pour la 2e place, tandis que Gardner est premier à 9/10. On pense alors qu'il va pouvoir s'échapper un petit peu. Dans le tour suivant, on a Fernandez qui remonte 6e en dépassant Champtak Chantra, alors que Loves glisse à la 10e place après être sorti hors limite. Devant, ça chauffe entre Ogura et Canet, tandis que Bezzecchi fait la jonction avec Gardner. On peut noter la chute de Garzo dans le tour 18 et de Bobier dans le tour 19. À partir de cet instant, on va assister à 2 jolis duels avec plusieurs dépassements entre Bezzecchi et Gardner d'un côté, Ayogura et Canet de l'autre. C'est quasiment un miroir à chaque fois, hein, quand l'un double l'autre dans le même virage, les deux autres font de même. Dans le tour 20, on voit que Gardner élargit, et là, justement, il va aller visiter le bac à gravier, quasiment un des seuls endroits de la piste où il y en a un, alors qu'il était à la poursuite de Bezzecchi. Il chute pas, mais il reprend la piste 5e derrière Augusto Fernandez. On a donc à ce moment-là Bezzecchi premier, devant Ogura, Canet, Augusto Fernandez et le malheureux Gardner dont on pense les chances perdues. Nouveau coup de théâtre un tour plus tard, Ogura écope d'un long lap suite à un avertissement pour être sorti hors des limites de la piste à plusieurs reprises. Le japonais effectue sa pénalité dès le tour suivant. Le tour 22, on va voir que ça a son importance. Mais pressé de revenir en piste, devant Gardner, il coupe la partie verte avant la limite de fin de zone et se fait quand même dépasser par l'Australien. À partir de ce moment-là, le top 5 ne bouge pas jusqu'à la fin de la course. Bezzecchi s'impose pour la première fois de la saison devant Canet et Augusto Fernandez. Gardner et Ogura complètent le top 5. Malheureusement, dans le tour de décélération, ce dernier, lui, écope d'une pénalité de 3 secondes pour un long lap non effectué. Bon, c'est 3 tours plus tôt, mais ça ne change rien au classement. À noter dans le dernier tour que Raúl Fernandez fait dépasser par Vietti et termine 7e, tandis que Loves, un temps 9e, dans un groupe assez dense de pilotes, finit 14e. Au classement du championnat, on a donc Gardner premier avec 197 points, Raúl Fernandez 2e avec 162 points, et Bezzecchi 3e avec 153 points. Donc voilà pour la course Moto 2. Bon, je pense qu'on va avoir pas mal de petites choses à dire. Pour une fois, c'était animé. Par quoi veux-tu commencer ? On peut commencer par le premier point, la pénalité d'Ogura. Ouais, la direction de course va encore reprendre pour son grade. Honnêtement, heureusement que ça change rien à la physionomie de course parce que j'ai pas compris. Moi, je regardais sur MotoGP.com, on voit distinctement que Ogura rentre en piste et coupe la zone de fin de long lap. On le voit, la caméra est sur lui à ce moment-là. Ouais. Même les commentateurs le disent, tout le monde connaît le règlement, bon bah c'est tout, il va devoir le refaire. Il va devoir refaire son long lap et puis bon ben voilà, c'est fini pour lui. Finalement non, on laisse faire sa course. Donc là bon, je comprends pas trop. Il se passe 3 tours pour qu'au final on dise bah non, il prend 3 secondes de pénalité. Alors ok, ça le pénalise pas, il garde sa course, simplement dans une autre configuration où c'est un peu plus proche, où les pilotes sont un peu plus proches, bah au final il y aurait peut-être plus perdu.
Là, j'ai pas compris. Les commissaires ont bien enfin, en tout cas, le collège de pilotes a bien les mêmes caméras que nous, si ce n'est plus. La décision, là, elle est pas vraiment compliquée à prendre. Je comprends pas pourquoi ça met plus de 3 tours, en sachant que le tour se tourne en 1,29 en fin de course. Ils ont quasiment 5 minutes pour dire que ça va pas. Là, le point de règlement, en plus, c'est pas très compliqué à interpréter, quoi. Donc, j'ai pas vraiment compris. Alors, en fait, et c'est profondément injuste, hein. On est d'accord que Ogura déjà méritait son premier long lap, hein. Il avait franchi trop de fois les limites de piste. C'est le règlement. Et le règlement dit bien qu'effectivement, si le long lap n'est pas effectué correctement, il doit effectuer un nouveau long lap immédiatement après. Enfin, il doit être notifié, bien sûr, et le faire. Mais je pense que la direction de course ne voulait pas le repénaliser d'un long lap entier. Parce qu'effectivement le long lap ici est vraiment long et peut-être que c'était trop sévère, je sais pas, pour le fait qu'il a pas coupé délibérément la sortie du long lap. La réaccélération, la moto bouge un peu, il part un peu trop vers la droite et il mange un peu la ligne blanche et il revient après plus. Il essaie de corriger un peu sa trajectoire, hein. On voit qu'il essaie pas vraiment de gruger. Bon, je pense que c'est lié à ça. C'est dommage parce que même il aurait dû faire plus attention avant, je pense, parce qu'il faisait une course sérieuse et c'est le premier long lap qui l'a vraiment pénalisé. Comme t'as dit, la pénalité d'après, elle est pas vraiment avec conséquence. En tout cas, il m'a impressionné encore une fois cette saison, Ogura. Très très belle course. Oh, totalement. Là, par contre, il reste sur la lignée de sa fin de saison Moto 3, là où il a pris. Alors, je le trouvais un peu timide en début de saison. Maintenant, j'avais juste oublié que c'était sa première saison. Là, ça y est, il est présent. Ça fait du bien de voir le Honda Team Asia un peu devant, parce qu'en Moto 3, malheureusement, ce n'est pas le cas du tout. Donc du coup, c'est bien d'avoir un représentant nippon, et puis c'est un pilote qui est généreux dans son pilotage. On le voyait vraiment envoyé. Voilà, c'est un bagarreur, donc c'est vraiment sympa de le voir devant. Ouais, effectivement, il n'y aurait pas Rolf Fernandez cette saison, rookie aussi en Moto 2. On parlerait que de Ogura, hein, parce que ce qu'il fait, c'est pas souvent les rookies en Moto 2 qui font ça. Passer du Moto 3 en Moto 2, c'est souvent assez difficile. Et lui, il s'adapte très très bien. Il a un bon team. Donc, je pense que d'ici, il y a déjà des rumeurs qui le concernent. Je sais pas si t'en as entendu parler. Mais en tout cas, il va être très regardé en MotoGP d'ici peut-être 2 ans, quoi. Alors, j'en avais pas entendu parler, mais ça m'étonne pas, et ça rappelle aussi des Jiro Kato à l'époque, donc c'est bien d'avoir des nationalités différentes. Donc il y en a un qui performe, donc effectivement si on en parle pour plus haut, c'est pas vraiment étonnant vu de ses performances en tout cas. Les constructeurs japonais, ils sont toujours attirés par un pilote japonais, hein. C'est plus important pour certains que pour d'autres, mais voilà, je pense que c'est normal aussi pour eux d'essayer de mettre en avant un pilote de leur nationalité. Après, c'est pas toujours possible parce qu'effectivement, il n'y a pas assez de Japonais en championnat du monde. En tout cas, il y a peut-être trop d'Espagnols et d'Italiens, mais c'est pas le débat. En tout cas, voilà, ça fait du bien de voir un Japonais qui performe. Aujourd'hui, on a Nakagami en MotoGP, mais c'est un peu léger. Il a pas le talent de Nakagami ou la moto, je sais pas, pour être champion du monde aujourd'hui, donc on verra ensuite ce que peut devenir Ogura. Oui, c'est sûr, et puis ça permet de rebondir sur le deuxième point. Ça pourrait peut-être même arriver plus tôt que prévu pour lui. Je connais pas les détails de son contrat, mais quand on voit que les noms qu'on a évoqués régulièrement pour le MotoGP n'ont pas fait d'étincelle, hein. Je les ai notés, mais Di Gianantonio 13e, chez Petronas, Vieré et Dixon c'est 9 et 11, Schroeter 10, Roberts il est out. Bon, ça c'est des noms qu'on évoque régulièrement pour les dernières places vacantes en MotoGP. Je suis team manager, ça me donne pas trop envie, quoi. Ça fait pas envie, ils sont pas assez réguliers. Les autres noms, on va dire, sont pas là non plus. L'outil il est trop loin. Effectivement, c'est pas serein. Moi, j'ai entendu dire carrément que Petronas envisageait, alors c'est une rumeur encore une fois, envisageait de faire monter Darren Binder directement en MotoGP. Tellement, peut-être tellement ils sont à court d'options. Je sais pas si ce sera un cadeau pour Binder.
donc Darin. T'imagines, sur la dernière saison de transfert, on a des pilotes qui se sont retrouvés sur le carreau parce que les guidons étaient attribués tout de suite. Et là, on a un guidon officiel chez Aprilia, deux guidons chez Yam, dont un officiel. Il y a un guidon officiel qui est pas encore attribué, si je dis pas de bêtises. Mais bon, on a une idée de ce qui va se passer. Mais en gros, il nous reste 3 places en MotoGP et personne à mettre dessus. C'est-à-dire que tous les clients s'en vont, ça rejoint les news, mais Gerloff et Razgatlioglu restent en SBK parce que ils veulent le titre SBK. Johnny Ray a un temps évoqué, a dit non, moi je suis bien chez Kawasaki. Là ça devient dur en fait. Qu'est-ce qu'on va mettre à la place, quoi. Puis ils peuvent pas se permettre de mettre non plus n'importe qui juste pour habiller la grille. Ça a marché avec Miller, de faire sauter directement en MotoGP. Ça a mis un peu de temps à se concrétiser, mais bon, c'était peut-être soit un gros pari, soit des observateurs qui étaient vraiment bons. Là, ça marchera pas à chaque fois, quoi. Non, clairement non. Et puis s'il faut faire monter quelqu'un directement en MotoGP, j'ai parlé qu'il avait pas le gabarit, mais Costa a peut-être plus de talent que Binder. Ouais, d'accord. Enfin, je regarde Lowe's, il finit 14. Enfin, c'est une catastrophe sur cette course. Bobier, il termine pas la course. Siarin non plus. Donc même ceux qui sont expérimentés, qui pourraient prétendre faire une année de contrat en MotoGP parce qu'il n'y a pas de jeunes talents qui poussent plus, ça a été compliqué cette course. Donc ouais, à part bien sûr les Gardner, Bezzecchi et Fernandez qui sont déjà signés eux en MotoGP, bien entendu. Pas de gros noms effectivement qui poussent derrière. T'avais un dernier point pour le. Oui, on va pas y passer longtemps. C'était juste, j'avais juste trouvé dommage la réalisation télé là cette fois-ci. Dans le sens où devant, même si ça bouge un petit peu, on a vu que les pilotes de devant quasiment. Il y a eu une seule séquence sur la bagarre aux alentours de entre 7 et 12 ou entre 8 et 12, quelque chose comme ça, où ils sont plusieurs pilotes à se bagarrer. On voyait un peu sur le côté de l'écran que ça avait l'air de se dépasser un peu. Bon, c'est juste dommage de pas montrer d'autres pilotes. Après, c'est de la réalisation télé. Ouais, t'as carrément raison. Après, c'est vrai que pour une fois, et je l'ai pas dit, je le dis, je critique beaucoup le Moto2. C'était une course intéressante, peut-être une des plus belles courses du week-end. Un peu de choses près, en tout cas, les 3 étaient équivalentes, on va dire, en termes de niveau. Mais ouais, la réalisation était pas géniale. C'est dommage parce que ça coûte tellement cher de s'engager dans ce sport, de trouver des sponsors qui soient pas des cigarettiers ou des pétroliers, que juste les montrer 2 secondes à l'écran par course, je pense que ça coûterait pas grand chose à la Dorna et je pense que ce serait mieux. Peut-être plus simple de trouver des sponsors ou d'avoir des sous un peu dans la catégorie, quoi, parce que si tu les mets pas en lumière, je suis désolé, ça donne pas envie à un sponsor d'investir 100 000 euros sur ta saison, quoi. Non, totalement, surtout que là on a quand même évidemment pas sur ce GP là, ça va sortir un peu, mais on a quand même souvent les mêmes pilotes devant dans cette catégorie là, pour une fois que ils sont habitués à pas avoir entre guillemets beaucoup de bagarres. Donc c'est ça, c'est quand même possible sans faire louper de moments clés de la course de montrer un peu d'autres écuries. Ouais, je te rejoins. On repasse du coup au MotoGP. Donc en Q1, c'est Alex Marquez et Miguel Oliveira qui vont passer en Q2. Donc je crois que ceux qui seront bloqués en Q1, il y a forcément quelques grands noms qui restent sur le carreau. Je pense notamment à Valentino Rossi ou Paul Espargaro. En Q2, j'ai mis Paul Espargaro au niveau de Valentino Rossi, je me rends compte, désolé pour les haters, insultez-moi sur Twitter. En Q2, Paul est record de la piste pour Jorge Martin, donc 1 minute 22 secondes et 994 millièmes, record absolu de la piste qui a battu celui de Dovizioso qui datait de 2019 je crois. Donc Bagnaia P2 et Quartararo P3. En seconde ligne, on a Miller, Mir et Zarco. Troisième ligne occupée par Alex Espargaro, Marc Marquez et Maverick Viñales. En course, donc certains prédisent une course flag to flag au vu de la météo certaine. Donc on partait sur le sec, mais on allait peut-être avoir de la pluie.
Super départ de Bagnaia, suivi de près par Martin et Mir. Vignales se place bien dès le début et remonte sur Fabio. Marquez dans le coup, malgré un dépassement limite sur Aleix Espargaro, hein, qui il va le pousser un peu, le tasser un peu comme on dit. Ça se bagarre bien devant avant la chute à l'arrière de Pedrosa. Donc a priori qui perd l'avant un peu de manière soudaine et inexpliquée. Savadori qui arrive ensuite, hein, mais c'est un virage à l'aveugle, ne peut pas l'éviter et percute la moto au sol. Pedrosa était un peu plus à l'écart. Donc sa moto, Savadori prend feu immédiatement. Donc Pedrosa s'en sort sans dommage, je l'ai dit. Savadori, lui, a pris quand même un beau vol plané, évacué sur civière. On va apprendre qu'il s'est cassé la cheville, je crois. Donc à ce moment-là, on a un red flag. Et la course va repartir pour 27 tours. On reprend les positions de départ. Dani Pedrosa va pouvoir repartir avec sa nouvelle moto, alors que Savadori ne repartira pas. On a Vignales qui va caler sur la grille de départ. Il va repartir des stands suite à un problème technique de boîte de vitesse. Il a beaucoup râlé après son team. Bon bref, enfin c'est du Vignales, on en parlera après. Donc cette fois c'est Miller qui va prendre la tête dans le second départ, toujours bien suivi par Martin et Mir. Gros contact encore de Marquez qui pousse Aleix Espargaro en dehors de la piste cette fois, mais vraiment il s'est appuyé sur lui pour tourner. Martin prend les commandes après 4 tours et ne les lâchera plus. Mir est le seul qui va s'accrocher jusqu'à la fin. On a une belle bagarre derrière entre Zarco, Miller et Quartararo. Les positions changent plusieurs fois. Miller va partir à la faute aux 2 tiers de la course. En revenant sur Quartararo, il va en demander un peu trop à son pneu avant et va chuter. C'est Martin qui s'impose devant Mir et Quartararo. Binder va finir 4 dans un dernier tour où il devancera Nakagami et Zarco. Donc Nakagami 5 et Zarco 6e. Le classement au championnat, le voilà, ça va nous donner Quartararo en tête avec 172 points qui conforte son avance sur Zarco, 132 points. Mir revient bien, donc passe Miller et Bagnaia, avec 121 points. Avec sa victoire, Martin passe 12e du championnat avec 48 points et meilleur rookie. Plein de choses à dire. Vu que j'ai beaucoup parlé, je te laisse commencer. Écoute, juste pour confirmer la news que tu disais, donc effectivement Savadori c'est une cheville cassée. Il sera pas là jusqu'à Silverstone. On sait pas encore si Aprilia va le remplacer ou non. Dans les rumeurs, commence déjà à circuler le nom de Dovizioso, mais bon, rien d'annoncé pour le moment. Moi, ce que je voulais donner, c'était, ça commence par un point négatif, c'est une petite déception pour Miller et surtout une incompréhension pour le rythme de Bagnaia, surtout après le deuxième départ, puisque premier départ, il joue devant et deuxième départ, il est plus là. Alors j'ai pas vu ce qui s'était passé, ou est-ce qu'il a eu un problème, est-ce qu'il y a eu un contact ou quoi, mais en tout cas impossible pour lui de remonter. Enfin, j'ai trouvé ça dommage pour les Ducati officiels. Et puis Miller qui perd de gros points. Bon, il essaye de pousser, mais est-ce que il va peut-être lui falloir apprendre, peut-être que des fois prendre une 4e place, c'est peut-être mieux que de prendre 0 points. C'est juste ça, c'est dommage pour eux. Ouais, donc Miller, il en demandait trop à son pneu avant. Il a fait une erreur un peu de débutant et il perd de gros points. Je pense qu'il était capable d'aller chercher la 3e place, comme il disait, même s'il avait pris peut-être un peu plus le temps de revenir sur Quartararo. Mais en tout cas, il perd au moins les points de la 5e place, hein, c'est sûr. Donc c'est dommage. Et pour Bagnaia, c'est un peu différent, un peu à la Vignales, hein, tu sais, a priori, ils avaient plus le même pneu à lui donner, suite au second départ. Donc il a dû partir sur un autre pneu, il avait pas le même feeling. Tu sais, ils sont limités en termes de pneus médium, en termes de pneus soft, etc. Et il a pas voulu repartir avec le même pneu, mais ils avaient plus la même gamme non plus, donc il a dû reprendre un autre pneu. Et clairement, ça a flingué sa course. Après, il y en a qui en accommodent mieux que lui, mais ouais, c'était pas terrible, quoi. Vu qu'on parle de Ducati, on peut rester on peut passer chez Pramac, hein, parler de Martin et Zarco, si tu veux bien. Martin, y a rien à dire, hein. Paul, record absolu de la piste, victoire
nette et précise. Je crois que les 2 fois, lors des 2 départs, il est dans le coup, il se fait prendre au départ, mais il revient bien. Voilà, faut savoir que Martin, il y a 3 mois, il avait 7 fractures. Il a raté 4 Grands Prix, si je me trompe pas, Portimao, Jerez, Le Mans et Mugello. Incroyable, quoi. C'est son 2e podium cette saison, sa 2e pole. Ça va être un très très gros client plus tard. Ah oui, taille patron. Là, c'est très beau ce qu'il fait. Il est devant, il résiste quand même au champion du monde en titre. Alors oui, c'est pas Marquez, mais c'est pas un peintre, le garçon derrière sur sa Suzuki. Du coup, c'est très très belle course. Pas d'erreur. Je crois qu'il y a un seul moment où on le voit sortir un peu large et guidonner parce qu'il tape un vibreur. Bon, voilà. Le record absolu de la piste, j'y ai cru un moment qu'il était pour Quarta, mais son tour est annulé. Donc du coup, magnifique. Premier pilote en dessous des 1.23. Voilà, une belle concrétisation. C'est génial pour l'équipe Pramac. Voilà, même quand Zarco, j'allais dire, ne performe pas, le garçon fait 6e. Mais quand c'est pas Zarco qui est devant, c'est l'autre. Voilà, là ça va être. Là ils ont un line-up terrible, c'est très bien pour eux. Non, ça fait vraiment plaisir. Vraiment une super course et c'est bien pour Martin parce qu'il a un super potentiel. On le savait déjà et c'est juste la concrétisation. Il y a des gens qui ont attendu des années pour gagner leur première course MotoGP. Et lui c'est déjà fait cette année. Ouais, c'est vrai. Par exemple, il y a des gens, notamment Pramac, qui n'avaient jamais gagné une course avec Ducati. D'ailleurs, c'est la première victoire d'une Ducati satellite en MotoGP ever. Ça n'est jamais arrivé. Donc c'est ni Redding, ni Iannone, ni Petrucci, ni Bagnaia, ni Miller, ni Zarco qui amènent cette victoire à Pramac. Mais effectivement, c'est Martin. Et voilà, Martin, c'est pour faire une petite comparaison avec d'autres pilotes. Parmi les pilotes qui ont de l'ère MotoGP, donc depuis 2002, qui ont gagné une de leurs 6 premières courses en MotoGP, leur année de rookie, Martin fait partie de ces pilotes-là, parmi un Pedrosa, un Lorenzo, un Marc Marquez, un Brad Binder. Voilà, et la liste est complète, quoi. Donc c'est pour dire combien c'est difficile et quel talent a ce gamin. On se souvient lors de sa première course cette saison. Vous te souvenez le départ incroyable qu'il nous fait, il se bat aux avant-postes et bon, il finit 15e au final, mais voilà, la 2e course, il est sur le podium, et puis la 3e course, il se blesse, quoi. Donc, il a un talent fou et il utilise cette moto d'ailleurs un peu différemment de tous les autres. Et c'est pas fini avec lui, clairement, que ce soit sur Ducati ou ailleurs, peu importe, avec lui, je pense que c'est pas fini. Le seul point noir qu'il a aujourd'hui, c'est qu'il chute et il se blesse souvent. Et ça, on fait pas une carrière jusqu'à 34 ans quand on se fait mal aussi souvent et aussi gravement, c'est-à-dire à peu près une fois par saison. Là, il a 22 ans, il est jeune, il guérit vite, mais plus tard, son corps, il va le rattraper, quoi. Il va falloir qu'il fasse un peu plus attention à ça. C'est exactement ce que j'allais te dire. En seul point négatif, c'est ça. C'est que je crois qu'en Moto 2 aussi, il est tombé, il s'est blessé. C'était compliqué pour lui. En Moto 3, ça a été le cas aussi. Voilà, c'est juste ça. Juste ça, c'est un gros juste, mais oui, entièrement d'accord avec toi sur cette partie blessure. Et pour revenir à Zarco, donc sur cette course, il fait une course honnête. De toute façon, il fait un week-end honnête, Zarco. À chaque fois, il lui manque le petit truc. Et là, il se fait un peu voler la vedette chez Pramac. C'est lui qui avait qui était en lumière là, parce il est toujours d'ailleurs second championnat, mais clairement, il manque un petit truc sur cette moto pour être à l'aise et arriver à gagner des courses comme a fait Miller cette saison ou Martin ici. Ça commence à être dur pour lui. Je pense que va falloir qu'il gagne cette course rapidement pour se libérer définitivement l'esprit parce que clairement c'est peut-être ce qui lui manque aujourd'hui, quoi. Une victoire. Oui, je pense comme toi, le déclic, et puis j'ai vu une communication un peu rapide tout à l'heure de Pramac qui disait qu'il n'avait pas réussi à donner ce que demandait Zarco. Maintenant, la chance qu'il a, c'est qu'on revient ici le week-end prochain. On a vu l'an dernier ce que donnaient les courses back-to-back, où on n'avait pas forcément du tout les mêmes courses d'un week-end sur l'autre. Donc à voir si cette fois-ci il aura trouvé la différence sur un circuit où ils auront tourné la semaine d'avant. Donc je reste confiant dans le sens où regarde Acosta, je crois que sa plus mauvaise place c'est une 7e. Il me semble que c'est ça. Là, Zarco, bon, il fait 6.
S'il fait 6 à chaque mauvaise course, moi ça me va. Ouais, mais le problème c'est que devant Quartararo assure les points, donc s'il veut rattraper un peu son retard, on va en parler de Quartararo juste après, mais il faut qu'il finisse devant Quartararo quand c'est pas Quartararo qui gagne, quoi. Je veux dire, là, il a plus trop le choix. On sait pas combien de courses il reste exactement. Je pense que les courses européennes, on va aller au bout, mais pour Austin et la Malaisie, je sais pas. Donc faut pas compter sur trop longtemps après fin septembre, quoi, pour se dire enfin pour moi le championnat il se joue dès les courses d'août et septembre, quoi. Faut pas attendre les 5 dernières courses pour jouer, quoi. Totalement d'accord. Du coup on enchaîne sur Quartararo qui fait une course plus qu'honnête, hein. Encore une fois, il avait pas les armes pour lutter. On voit que sur le premier départ, il se fait manger par un peu tout le monde, d'ailleurs, un peu étonnant. La pole, il se la fait voler par Martin parce qu'il mange de pas grand chose les limites de piste. Il y avait de quoi réfléchir, tergiverser ce week-end en sachant qu'il allait peut-être pleuvoir et que c'est pas le fort de Fabio, mais au final, quand la course s'élance, aujourd'hui, il est intouchable, quoi, Quartararo. Alors il est pas toujours le meilleur, mais juste il est dans le coup, il est dans la course et voilà, quoi. Il est sur un parcours comme a pu faire Amir l'année dernière en termes de confiance et de régularité, avec plus de victoires en plus au compteur, quoi. C'est ça, et puis c'est pas la première fois qu'il monte ses courses comme ça, c'est-à-dire qu'au premier virage, il voit que ça passe pas, il laisse passer l'orage, il attend un peu, et puis une fois que c'est bon, ça y est, il se met en place comme un métronome, il fait les dépassements au moment où il le faut, comme il le faut, c'est propre, c'est agressif sans l'être trop, voilà, non, taille patron, là, clairement, la course aujourd'hui, il peut pas la gagner, c'est pas grave, je suis 3e. Bon, ça va commencer à être compliqué pour ses adversaires. C'est vrai que le départ était pas bon. Maintenant, il arrive à pas chuter parce qu'au premier virage, c'est vrai que c'était assez complexe. Mais voilà, il repasse tout de suite pour pas se faire bouchonner par un pilote plus lent. Et après, il fait une belle course, pas d'erreur. 3e au final. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Ouais, bien sûr. Allez, on enchaîne avec KTM. On va parler des 5 pilotes KTM, hein, puisqu'il y avait Pedrosa qui roulait ce week-end. Donc pour les points positifs, voilà, Pedrosa et Binder. Hein. Clairement, Pedrosa il nous a fait un week-end de folie, quoi. C'est comme s'il était jamais parti. Quand on voit le niveau de Cal Crutchlow qui s'est arrêté 6 mois et qui a couru là, et Pedrosa qui s'est arrêté 3 ans et qui a couru là, la différence elle est flagrante. Hein. Après, Pedrosa, il connaît bien la moto et ce circuit, hein, ça, pas de doute, mais ça fait pas tout. Et puis Binder, que dire que s'il réussissait ses qualifs, il jouerait le championnat, hein, sans doute. Encore une fois, ça va plaire aux auditeurs, mais je suis encore une fois d'accord avec toi. Moi, Binder, j'adore. J'adore de toute façon le personnage, le style du pilote, c'est agressif, j'adore sa façon de piloter. Oui, dommage pour les qualifs, mais à chaque fois je regarde ses places, je le vois qui remonte, là il finit encore 4. Peut-être la saison prochaine, on aura comme il aura fini celle-ci, il sera vraiment en place. Espérons qu'il aligne tout pour la prochaine saison, mais je désespère pas de le voir encore devant prochainement, peut-être regagner une d'ici la fin de saison. Et Pedrosa, ça faisait du bien de le revoir rouler avec son style caractéristique, c'est propre, voilà, il est tout petit sur la moto, mais voilà, ça bouge quand même. Et puis il faut pas oublier que KTM, je pense, lui doit beaucoup de ses résultats parce qu'ils ont enfin un pilote d'essai qui fait une moto pour tout le monde, en fait. Quand on voit Binder et quand on voit Oliveira, les deux n'ont pas le même style, pourtant les deux arrivent à la faire avancer, la moto. Donc c'est bien qu'elle est adaptable à tous. Donc voilà, il fait top 10, c'est mérité. Je suis même très content pour lui parce que ça aurait été dommage de le voir à l'arrière-plan vu tout ce qu'il a montré dans sa carrière. Sans oublier que pour moi, lui par contre, s'était arrêté un peu tôt, je pense. Mais voilà, donc là, j'espère le revoir encore sur d'autres wildcards et puis ce sera l'occasion d'encore de belles courses de sa part, je pense.
Ouais, je suis d'accord, on va pas refaire la carrière de Pedrosa, mais il était sur la pente descendante sur la Honda. C'est plutôt Honda qui a pas voulu, je pense, reconduire, et il en a profité pour s'arrêter. Il a peut-être pas voulu tenter un challenge comme a fait Lorenzo, ou voilà, bon, c'est comme ça, mais l'histoire retiendra que nos amis du podcast La Boîte à Clapet avaient raison et avaient prédit que Pedrosa terminerait devant Rossi ce week-end, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Chapeau à eux, parce que ça, il fallait le voir. Vraiment. Et puis, bon, tu dis que t'étais content de voir Pedrosa, son style et tout, et puis moi, j'étais juste content de voir Pedrosa, son sourire. Il a quelque chose de communicatif. Vraiment, ça a l'air d'être un bon gars. Et puis voilà, effectivement, super course. Dommage que ce soit lui qui cause la blessure de Savadori par sa chute. Encore une fois, il n'est pour rien, vraiment, mais c'est sa moto, quoi, qui reste sur la piste. Donc je pense que ça a dû mettre un petit bémol. Ce circuit-là, voilà, ça devient compliqué, hein, quand tu vois qu'ils n'ont pas fait d'aménagement de sécurité par rapport à l'an dernier, par rapport à ce qui s'est passé, l'histoire Zarco Morbidelli, la moto qui traverse la piste, etc. Le virage a même pas été modifié. Si tu veux, on change tout de suite de sujet. C'est exactement ça. Hein. C'est moi j'ai appelé, c'est pas le Red Bull Ring, c'est le Red Flag Ring. Hein, j'ai envie de dire le circuit au drapeau rouge. Là, sur les 3 dernières courses MotoGP, donc les 2 de l'année dernière et cette année, on a un Red Flag. On verra la semaine prochaine. J'espère qu'il n'y en aura pas, mais voilà. En Moto 2 l'année dernière, il y a aussi eu l'accident avec Serine, qui aurait pu très 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 mal se terminer. C'est un circuit qui est dangereux. Et venant d'un promoteur, alors on sait qu'à Brno, le promoteur avait pas d'argent, Papa Abraham avait pas d'argent à mettre sur surfaçage de la piste, etc. Donc voilà, au moins c'était clair. Mais on sait que Red Bull, ils ont l'argent, et ils ont tellement d'argent qui se permettent d'avoir une équipe de voltige à l'année. C'est pas donné à tout le monde. Il y a même des États qui se payent pas d'équipe de voltige aérienne. Donc c'est pour dire que voilà, ils ont pas envie de faire des aménagements, ils les font pas, mais c'est pas une question d'argent. Il y a trop de virages à l'aveugle. Il y a peut-être certains virages qui vont être repensés pour que les motos sortent plus de la piste en cas de chute, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment déviés sur les côtés, ne reviennent pas sur la piste ensuite. Voilà, j'ai pas de solution, je suis pas concepteur de circuit, mais il y a un petit souci effectivement ici, et c'est une belle piste, hein, mais c'est dangereux. Et là par contre, un point qu'on n'avait pas noté, mais pour rebondir aussi dessus, c'est j'ai trouvé par rapport à cette chute justement, cet accident entre Pedrosa et Savadori, pour une fois, la réalisation a bien fait son boulot, c'est-à-dire qu'on voit juste le pilote partir sur civière, donc on voit qu'il est conscient, et comme on sait pas ce qu'il a, on nous remontre pas 14 fois l'accident pendant la coupure où tout le monde est red flag et tout le monde attend. Là, on nous montre des pilotes dans leur box, etc. Voilà, ça c'était la bonne chose à faire. Ils nous ont remontré l'accident de loin. Je pense qu'ils ont une caméra dessus de toute façon. Mais voilà, maintenant qu'on sait que c'est une cheville cassée, peut-être qu'on verra un peu plus ce qui s'est passé. Mais voilà, c'était bien de rester sobre sur cette partie-là, parce que voir des motos en feu au milieu de la piste, c'est pas ce qu'on préfère. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour parler des destins croisés chez KTM, on a donc Miguel Oliveira qui n'a pas fini la course, hein, mais lui il s'en est pris une belle. J'ai vu aussi, j'ai plus non plus la séance, ouais. mais en fait, il roule, il est obligé d'enlever son bandage pour rouler, mais normalement il a un énorme bandage sur la main. Et ce qu'il disait, c'est qu'il est dopé aux antalgiques depuis 2 jours, et voilà, à un moment il a pas pu finir la course. Donc voilà, il s'est arrêté, et en plus il a eu un gros souci de pneu arrière. Voilà, c'est tombé sur lui le pneu, mais il était complètement détruit. Il y a eu un problème dans la gomme. Donc c'est parti, je pense, au labo Michelin déterminer ce qu'il y a eu, mais il y avait des trous énormes dans son pneu, donc très compliqué de terminer la course dans ces conditions. Côté Tech 3, pas vraiment d'excuses, hein. Le Quena termine 15, donc il prend le premier point, mais à 30 secondes de la tête, et Petrucci à 48 secondes 18ème, donc dernier. Ça dépend si on compte Viñales ou pas. On reviendra à Viñales après. Parce que, instant gênance. Ouais, Viñales, il a pas franchi la ligne d'arrivée, il est rentré au stand au dernier tour. Donc en théorie, est-ce qu'on peut dire qu'il a fini la course ou pas? Mais en tout cas, il est dernier. Ouais, non. Donc chez Tech 3, ça allait pas du tout ce week-end. Donc Poncharal doit s'arracher les cheveux. Je sais pas comment. On a un Pedrosa ou un Binder qui font les courses qu'ils font.
ou Oliveira incapable de gagner, et que ça aille si mal côté Tech 3, quoi. C'est pas Voilà, constant, enfin la moto c'est la même, quoi. On peut pas y trouver d'explication. De toute façon, Petrucci, c'est quand même un vétéran. Il a déjà fait il sait ce que c'est que le MotoGP. Donc, l'Equena, bon bah ok, il a eu une saison compliquée, une première saison compliquée. Maintenant, on serait en droit de s'attendre que ça aille mieux pour le jeune qui monte. Là, ça plus les annonces, plus tout ça. Bon, même si c'est mal fait, c'est compliqué de justifier après de vouloir garder sa place ou voilà. Bon, le line-up chance pour l'année prochaine. Ce serait bien qu'ils arrivent à limiter la casse quand même. Je pense que c'est quand même 2 battants. Je vois pas Petrucci nous faire ce qu'a fait Vignales justement, pas passer la ligne dans le dernier tour. Je sais pas, je comprends pas à ce moment-là. Fait comme a fait Zarco, claque la porte du constructeur, dit je ne veux plus rouler et part vraiment plutôt que faire ça, quoi. Parce que là. Donc voilà, donc dommage pour les Tech 3 Boys et pour Poncharal. Espérons que c'est pareil, que ça change du tout au tout pour le week-end prochain et qu'on voit une autre facette des motos oranges. Ouais, je suis d'accord. On va pas faire un discours sur Vignales, on en a beaucoup parlé dans les épisodes précédents, mais voilà, et sur les 3 dernières courses, il est dernier, puis deuxième, puis dernier à nouveau, donc c'est incompréhensible. Il commençait bien sa deuxième course, il a calé sur la grille de départ. Je pense que c'est là, tout est parti de là. Il s'est dit il y a un truc qui marche pas. Je sais pas si t'as vu les articles qui sont sortis aujourd'hui, mais c'est limite complotiste, hein. En gros, il y a un côté du box où ça bosse. Pour Fabio, sous-entendu, et un côté du box où on lui met des bâtons dans les roues, quoi. C'est clairement ce qu'il dit. Donc Vignales, ça va pas du tout. Je pense que c'est pas acceptable de pas terminer, même si t'es dernier, et que t'arrives à boucler les 27 tours, quoi. Je veux dire, c'est pas comme si tu t'arrêtes en course. Et puis, à quel moment attends-tu que, parce que si tu dis qu'on te met des bâtons dans les roues ou que ton équipe est pas motivée ou ce que tu veux, à quel moment crois-tu que ton mécano va avoir envie de bosser sur la moto en se disant de toute façon je vais bosser, le ggars qui pilote il a pas envie et en plus il rentre avant la fin parce que il a décidé qu'il rentrait. Non, à un moment on comprend que c'est difficile, on conçoit que c'est pas la place qu'il veut, mentalement ça doit être horrible pour lui parce que c'est quand même un top pilote, hein. Il a gagné des courses, il est capable d'être devant. Là, oui, c'est une mauvaise passe. Beaucoup de grands pilotes ont eu des mauvaises passes. Maintenant, c'est des gens qui ont réussi à remonter et qui n'avaient pas le même âge. Donc là, mais si on prend en comparaison un autre pilote, alors qui est un peu plus talentueux, qui a un peu plus de victoires, mais qui s'appelle Pedrosa justement, voilà. Et Pedrosa, il avait un Marc Marquez dans les pattes. Il a jamais accusé Honda de travailler que dans le sens de Marquez. Alors que peut-être c'était légitimement le cas. Il aurait pu le dire peut-être, mais écoute, t'as une moto qui gagne, t'essaies de te battre et pour rester aux avant-postes. Et si ton coéquipier est meilleur que toi, c'est plutôt toi qu'il faut te remettre en question, quoi. C'est ça. Je pense que vraiment, surtout dans un championnat où il y a autant d'avance aujourd'hui pour Quartararo, Yamaha n'a aucun intérêt à mettre des bâtons dans les roues de Vignales. Ça n'a aucun sens. Surtout quand on voit ce que font ces 2 autres représentants. Oui, Morbidelli est absent, donc Crutchlow, on va dire qu'il est pas tombé, c'est déjà bien. Et... c'est Stéphane qui avait parlé de l'usine de carénage. Ah. Rossi course comme il a fait toute cette saison, quoi. Ouais, pas grand chose à dire. Non, pas grand chose à dire. Voilà, à l'image de la course, quoi. À l'image de leur course. Que veux-tu dire? L'incident Marquez à Espargaro, t'as quelque chose à dire? Pour moi, il n'y a pas d'incident. Ah ouais? C'est du Marquez. Moi, je trouve que c'est un fait de course. Après, Espargaro qui se cache en disant j'en veux à la direction de course, mais pas à Marquez. Qu'est-ce qui se passe? À un moment, ça aurait été Zarco le fautif et tu lui serais tombé dessus. Là, non. C'est du Marquez, oui. Il dépasse comme ça depuis des années. Maintenant, il se met à la place. Le pilote, il sort. Il le fait. Alors, je sais pas s'il y pense, mais je me dis qu'il y va patiemment. Il le sort en plus à un endroit où le gars peut quand même reprendre la piste. Bon, si c'est ça qui ruine ta course, bon, soit. Mais moi, j'y vois plus un fait de course que quelque chose de vraiment volontaire. C'est pas le dépassement qu'on a eu Miller en Italie.
Miller sur Vignales, je crois, où il vient le percuter complètement à l'entrée de la ligne droite. Ça m'a pas choqué. J'ai trouvé ça agressif, oui, mais bon, voilà, c'est pas sans plus, quoi, sans plus. Ouais, non, je suis d'accord sur le premier dépassement, mais le deuxième, j'ai trouvé vraiment trop viril. Je comprends ce qu'il veut dire, Espargaro, quand il dit que la direction de course a peut-être laissé trop faire Marquez, et du coup, maintenant, il peut se permettre ça. Tu vois, Pedrosa, il s'est dit sur le deuxième départ, c'était un peu chaud. Je vais y aller plus doucement sur le premier tour pour pas tomber, me retrouver dans le paquet, etc. D'ailleurs, il a même oublié d'enclencher son launch control sur le deuxième départ, Pedrosa. Voilà, il s'est remis en question. Et Marquez, il s'est pas remis en question sur son premier départ. Ouais, est-ce que c'est normal que j'ai percuté à Lèche ou pas? Tu vois, il a foncé dans le tas et il a refait la même, quoi. Donc, je trouve ça limite parce que oui, c'est peut-être pas la seule raison, mais la course de Espargaro est gâchée. Bon. Heureusement que c'était pas Zarco, quoi, j'ai envie de dire. Que c'était Marquez. Après, rien ne dit aussi qu'en coulisses, on n'aura pas un petit message qui arrivera à Marc Marquez en lui disant écoutez, venez nous voir, on va vous expliquer gentiment qu'il va falloir arrêter, parce que la prochaine fois ça tombe. Bon. Après, c'est son style de pilotage, et puis voilà, c'est entre guillemets comme ça qu'on l'aime, entre guillemets, mais ouais, c'est vrai que j'avais pas analysé comme toi le deuxième départ, et le fait est qu'il fasse la même chose qu'au premier, alors qu'au premier c'est pas passé, effectivement. On a le droit d'être en désaccord. Pour conclure, enfin, il y a quand même des petites choses. Bon, on peut noter la stat intéressante qu'il y avait 5 constructeurs dans le top 5 ce dimanche. Donc Ducati, Suzuki, Yamaha, KTM et Honda. C'est seulement la 3e fois que ça arrive depuis l'avènement du MotoGP, après la Catalogne en 2007 et Brno en 2008. Donc c'est à noter, hein, encore une fois, que c'est une preuve du resserrement du championnat. J'ai noté aussi la performance de Bastianini, qui est encore très très scolaire, très sérieux. Partie 20, il finit 12. Belle course dans le fond. Si ce n'est la victoire de Martin aujourd'hui, il serait encore en tête du classement des rookies. Hein. Il prend des points, il progresse. Donc c'est intéressant, sachant qu'il a la plus vieille moto du plateau. Hein. C'est ce que j'allais dire. Avec Morbidelli, pardon. C'est ce que j'allais dire. Vivement qu'il ait une moto N-1. Au moins N-1. Ouais, je pense que l'année prochaine, il va faire des choses intéressantes. J'ai hâte de voir ça. Autre petit fun fact, le podium aujourd'hui, c'était très 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 jeune. Quartararo, 22 ans, Mir, 23 ans, 24 ans au mois de septembre, mais 23 ans hier, et donc Martin, 23 ans également. Donc voilà, si t'additionnes les trois, je pense que ça reste quand même plus jeune que Rossi plus Pedrosa. C'est effectivement ça. Ouais, sacrée génération. Génération. Ouais, là, je pense que autant il y a 2-3 ans, on se disait mais qui va remplacer les 4 fantastiques auxquels on pouvait éventuellement rajouter Dovi ou pas, mais voilà. Mais là, clairement, voilà, la nouvelle génération, elle est peut-être là encore une dizaine d'années. Et d'ailleurs, je pense que voilà, ça va être compliqué de les sortir ceux-là parce que ils sont extrêmement talentueux. Et puis, j'ai noté également que c'est le meilleur week-end Suzuki de la saison. Donc, Mir qui fait une 2e place et Rins qui termine dans le top 10, mais je sais plus exactement où, 7e. Donc très bon week-end de Suzuki où on voit que le nouvel équipement pour abaisser la moto à l'arrière effectivement a donné des bons résultats. Ouais, t'aurais été mauvaise langue, t'aurais dit Mir podium et Rins qui termine, tout court. Non, je plaisante, j'adore ce pilote. Mais enfin, voilà. Et par contre, voilà, Mir, attention, parce que on le dit depuis le début de la saison, il est pas devant, mais il est quand même présent. Il arrive gentiment à la 3e place du classement, alors qu'on l'a pas vu faire d'étincelles toute l'année. Exactement. Voilà, attention pour la fin de saison. Ouais, mais il profite encore une fois des erreurs de ses adversaires. Et là, au vu du classement général, c'est Zarco qui va commencer à sentir que ça souffle dans son cou, quoi. Il y a que 12 points d'écart, donc ça peut être très très rapide.
Ensuite, on a une liste de résultats qu'on va vous faire un peu rapidement. Il y avait beaucoup de courses cet été, mais qui n'étaient pas forcément MotoGP. Donc, on va peut-être pas commenter tout. Je vais faire. Mais si t'as quelque chose d'intéressant à dire, n'hésite pas à me couper. Ça marche. Donc, on avait du CV Moto3. Souvent, on aime bien le citer parce que c'est quand même une porte d'entrée importante vers le Moto3 mondial. Donc, on avait 2 week-ends de course à Portimao et à Aragon au mois de juillet. Clairement, c'est toujours les mêmes quintet d'Espagnols qui jouent la gagne et qui sont devant le championnat. Donc voilà, on peut noter notamment Holgado qui est en tête du championnat, qui a récolté 2 podiums sur ses courses. David Munoz également qui a gagné à Aragon et Ivan Ortola qui a fait des bons résultats. Alors Quiz Cup, donc on retrouve un peu les mêmes justement ce week-end en Styrie également. Donc on a Munoz qui a gagné devant Ortola et David Alonso. Bartolomé Perrin, le français, a fait 20e, et en course 2, donc c'est Alonso cette fois qui l'a emporté devant Buasri et Munoz. Perrin a fait cette fois 19e. Un peu compliqué pour le français. On va faire les catégories. Donc on avait de l'endurance également cet été avec les 12 heures d'Estoril. Donc on a une victoire magistrale du FCC TSR Honda France lors de cette course d'endurance qui vont devancer d'un tour le team Weback SRC Kawasaki France Trickstar et qui lui-même devance BMW Motorrad World Endurance Team pour seulement 1 seconde. Donc très serré jusqu'à la fin. Cette course d'endurance, c'était très beau à voir. C'est assez resserré cette année encore une fois. Ça mérite le détour. Prochain rendez-vous dans la compétition, donc c'est le Bol d'Or les 18 et 19 septembre au circuit Paul Ricard. Au championnat, donc c'est le team Kawasaki qui prend la tête devant le TSR Honda France et le BMW team. On peut noter que le CERT est seulement 4e et le Yart 7e. Donc voilà pour les gros. En French Superbike, ça roulait le 4 juillet à Manicourt, donc 2 bises et sur un triplé avec une victoire en Superbike et 2 victoires en 600. La deuxième victoire en Superbike, c'est Kenny Fora qui l'a pris, si je me trompe pas. On va passer sur le World Superbike cette fois. Il y avait 3 week-ends de course. Donc un week-end de course début juillet où il n'y avait que le Superbike qui roulait. Donc c'est Razgatlioglu qui s'impose en course 1 sous la pluie devant Jonathan Rea et Lowe's. Mayas finit 9e et Ponson va chuter dans le premier tour avec Redding. Super Pole Race, toujours en humide, c'est Rea qui gagne devant Sykes et Van der Mark. Doublé de BMW sur le podium. Donc Mayas finit 7, Ponson ne finira pas la course. En deuxième course, Razgatlioglu encore gagne devant son coéquipier Garrett Gerloff et Tom Sykes. Mayas finit 12, Ponson 18. Voilà, Razgatlioglu, on va le voir, il va commencer à gagner pas mal de courses et Rea à faire quelques erreurs qui vont lui coûter des points au championnat. C'est assez étonnant la tournure que prend le Superbike cette saison et c'est pas pour me déplaire. Donc à Assen, en course 1, c'est Rea qui devance Redding et Razgatlioglu, donc ça fait 3 R. Mayas ne finira pas la course, il va se baisser. En Super Pole Race, c'est Rea qui termine devant Rinaldi et Razgatlioglu. Et en course 2, c'est Rea devant Redding et Locatelli. Enfin, en République tchèque, on a Razgatlioglu, donc ça avait lieu ce week-end, en même temps que le MotoGP. Razgatlioglu qui l'emporte devant Redding en course 1 et devant Locatelli. Ponson termine 11. Super Pole Race, c'est Razgatlioglu qui termine devant Redding et Rea. Ponson 16. Et en course 2, enfin, Redding gagne la course et fait une demande d'un mariage, d'ailleurs, sur le podium. Je sais pas si tu as vu les images. Devant Razgatlioglu et Rea. Ponson 15. Au championnat, rapidement, donc c'est Jonathan Rea qui domine, avec 266 points devant Razgatlioglu, 263 points, c'est très serré. Redding beaucoup plus loin avec 216 points, mais bon, c'est pas fini avec 3 courses par week-end, on sait que ça peut se jouer encore. Mayas c'est 14e, donc il n'a pas couru lui ce dernier week-end puisqu'il est blessé à la main. Ponson 20e, lui qui a manqué à Assen pour les raisons qu'on vous disait avec son sponsor. On va passer au super sport. Donc à Assen, fin juillet, c'est Agarter qui a dominé devant Odendal et Hotel. Cluzel a fini 4, Caricasulo 8. En course 2, Agarter a dominé encore devant Odendal et Krummenacher cette fois 3. Cluzel 4e, Caricasulo
ne finira pas la course et c'est la suite de ça qui vont se séparer avec le GMT. Donc en République tchèque, cette fois c'est Odendal qui remporte devant Gonzalez et Hotel. Cluzel finira 7 et De Bis ne finira pas la course suite à une petite erreur. En course 2, Agarter domine Odendal et Gonzalez. Cluzel est emporté par une erreur de Manfredi. Il ne finira pas la course et De Bis fait une super course pour finir 7ème. Au général, Agarter domine la catégorie avec 207 points devant Steven Odendal, 170 points. Jules Cluzel est 6ème avec 100 points, un peu loin. De Bis est 19ème avec les points qu'il a pris de la 7ème place. T'as quelque chose à dire sur le Superbike ou le Supersport ? Juste le Superbike où cette année Réa chute. Ouais. C'est tout. Et c'est quand c'est pas Réa qui chute, c'est Razgatlioglu. Ça fait 2 week-ends que c'est comme ça, donc c'est pour ça, je pense que c'est très serré, mais je voyais pas Toprak aussi proche. Donc vraiment intéressant. Moi pour ma part, malheureusement, j'ai pas pu voir la République tchèque ce week-end, mais un peu, je suivais via Instagram, etc., les réseaux, donc forcément j'ai vu un petit peu tous les résultats. Donc ouais, ça fait vraiment une catégorie très serrée. Et oui, c'était, ça colle bien avec Redding de faire sa demande en mariage sur un podium de SBK. Ça va très bien avec le personnage. J'adore ce mec. Ouais, il a un côté un petit peu attachant, un peu exubérant mais attachant. Après Razgatlioglu très très fort cette saison. Réa, il a dû chuter autant de fois cette saison que ces 10 dernières années cumulées. Ça lui ressemble pas trop. Peut-être que c'est la nouvelle moto il y a encore des réglages à faire dessus. En tout cas, ça permet au championnat de vivre et ça c'est cool. Un petit mot de Supersport 300 juste pour dire que à Assen, fin juillet, on a eu un doublé français en course 2 sur le podium avec De Cancelis qui a pris la 2e place et Tissera 3e derrière le vainqueur Boussamos. En course, ils étaient que 4 et 5, mais il y a eu un déclassement suite à des limites de piste dépassées pour le 2e et le 3e, donc ils ont tous les deux pris 2 places. Enfin, après, je dis ils ont pris 2 places, mais ils étaient à quelques centièmes, ça se passe comme ça dans ces courses-là derrière, donc c'est pas non plus volé. Et au championnat, c'est intéressant noter qu'ils sont 4e pour Tissera et 6e pour De Cancelis, donc c'est pas mal du tout pour les Français. On peut noter encore très rapidement parce que Cyril il va nous descendre pour le montage de l'épisode qui commence à être un peu long. En CIV, on avait des courses à Imola les début juillet, donc c'est Pirot qui gagne en course 1 et Zanetti en course 2 pour le Superbike. Et à Misano en début août, doublé de Pirot qui domine le championnat, donc avec 7 victoires en 8 courses. À noter le podium, donc toujours en CIV mais en Supersport cette fois, le podium d'Andy Verdoya, superbe 2e place à Misano derrière Caricasulo justement. 2e fois cette saison qui fait podium et il est 5e du championnat Verdoya. Alors que on peut aussi noter la victoire de Hugo De Cancelis en 300 à Imola et sa 3e place à Misano, donc qui est 3e du championnat italien en 300, le français De Cancelis. Moto America, on avait 2 courses où on peut noter que Loris Baz a fait 2 fois 2e à Laguna Seca, avec notamment un corkscrew intéressant à ne pas rater si vous pouvez voir le replay de son dépassement dans le corkscrew. Et fin juillet dans le Minnesota, il a eu un souci. En fait, il a chuté, il y a eu un red flag et la course est repartie, mais du coup sans lui parce que sa moto était complètement détruite. Et en course 2, il finit 3e. Au général, il est 6e. Il y a encore trop de chutes pour Loris Baz pour espérer faire mieux aujourd'hui. Voilà, on a essayé d'être exhaustif sur toutes les courses de vitesse et d'endurance au niveau mondial ou les championnats qui comptent entre guillemets. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot, Paul ? Non, je pense qu'on a fait le tour de tout. Vivement le prochain week-end qu'on retrouve tout ce beau monde. Ouais, on va surtout voir du MotoGP le week-end. Il y a aussi de la Moto E, je crois, et toujours de la Red Bull Rookies Cup. Donc voilà, en tout cas, je te remercie pour cet épisode. On va se retrouvez-nous donc sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, même si Facebook a un peu dormi cet été. Surtout rejoignez le Discord, on est pas mal actifs dessus, en tout cas une petite communauté qui tourne à 15-20 personnes et qui est assez actif pour se partager et commenter les news, donc c'est super intéressant. Et puis voilà, on se retrouve dès la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Autriche avec, j'espère, la victoire de Johan Zarco devant Jack Miller et Jorge Martin. Voilà, c'est tout pour moi. Salut Paul, et puis à la prochaine.
Yes, à la prochaine. Bonne course le week-end prochain.